Bonjour à vous! Alors, on commence un tout nouveau vlog livresque en ce samedi 21 mars. Fin d'après-midi, post-boulot, linge d'intérieur détente. Beaucoup de fatigue dans l'arrière-fond du brillant de l'œil. Donc, si jamais vous voyez ma petite face un peu absente, c'est juste trop de fatigue. Je lutte, mais je suis dévouée. Je viens vous voir quand même avant d'aller me reposer. Alors, on ouvre ce vlog livresque-là avec plusieurs choses, finalement. Une lecture en cours. Bien, évidemment, c'est ma lecture pro. Donc, je dois relire, finalement, un livre de Peter May que j'avais lu à l'automne dernier, qui met en scène un journaliste qui est Neil Bannerman, qui est un journaliste écossais, qui va être envoyé dans les années en 1979 en Belgique, alors que c'est le début de la communauté européenne. Et il va aller là pour couvrir un peu les activités régulières de cette toute nouvelle communauté européenne. Et surtout parce que son nouveau boss l'aime pas tant que ça, donc il va l'envoyer en Belgique pour juste pas l'avoir d'impact. Et alors qu'il va être là-bas, il va retrouver un collègue qui est depuis longtemps posté en Belgique et va s'en suivre une espèce d'exécution d'un personnage connu et de quelqu'un qui est plus proche du cercle de Neil Bannerman. Et bien, il va se retrouver comme journaliste à essayer de trouver qu'est-ce qui se passe. Surtout que ce crime-là a eu un témoin, en fait une témoin. Et c'est la fille de son collègue qui s'appelle Tania et qui est autiste. Là, on s'entend que c'est des crimes de sang. Ça se passe en 1979. Là, ça a été écrit quand même au début des années 80. Mais jusqu'à maintenant, je trouve que la description est quand même pas mal. On n'est pas trop dans les clichés. Et elle est autiste non-verbale. Donc, elle a été témoin, mais elle n'est pas capable de communiquer. Témoin au moins du passage d'une personne qui potentiellement peut avoir un intérêt. Donc, on va suivre Neil Bannerman dans cette enquête-là. On va tomber dans une enquête qui finalement a des ramifications assez importantes, surtout que ça implique, comme je vous disais, non seulement quelqu'un qui est dans l'entourage plus médiatique de Neil Bannerman, mais aussi un personnage politique. Donc, on va tomber dans la politique, les enjeux politiques, les secrets de couloir, les affaires étouffées, tout ça. Donc, j'avais beaucoup aimé quand j'avais écouté en anglais. Mais mon club de lecture que j'anime, c'est cette semaine, la semaine prochaine, finalement. Et les gens vont l'avoir lu en français. Donc, je me suis dit que j'allais le relire, juste me garder ça un peu frais à la mémoire. Puis, je le relis en français. Donc, c'est La petite fille qui en savait trop de Peter May. Il n'y a aucune version audio de ce livre-là. Donc, j'en suis réduite à me contenter d'une lecture d'accompagnement. Et pour Peter May, c'est plus ou moins agréable parce qu'il y a tellement une plume qui est, en temps normal, fluide, riche, qui donne une profondeur à toutes sortes de situations qui, a priori, pourraient avoir l'air banales, que de l'entendre, même avec une bonne voix d'accompagnement, c'est comme triste un peu. C'est comme un peu du gaspillage. C'est comme faire trop cuire un filet mignon. C'est mon analogie de viande. C'est pas mauvais, mais c'est pas satisfaisant totalement. Fait que je vais sans doute le lire en numérique le plus possible en fin de semaine si je suis capable, mais au moins comme j'ai la lecture d'accompagnement, quand je vais aller courir potentiellement demain ou si je vais me promener, je vais avoir la possibilité de le poursuivre parce qu'il faut vraiment que je l'ai terminé avant ma relecture avant le mercredi. Sinon, j'ai quelques réceptions livresques. Tout d'abord, mon papa qui m'a écrit hier pour me dire « Ah, je vais dans une librairie d'échange, puis il me semblait que tu voulais lire cette série-là d'Haruki Murakami. » qui me fait l'œil depuis longtemps. Moi et Haruki Murakami, c'est un peu une histoire, pas d'amour-haine, c'est un peu fort, mais c'est une histoire de j'aimerais l'aimer, mais j'ai l'impression de me faire garder à distance par l'auteur. Et j'ai essayé différents de ces classiques. Finalement, j'accroche un peu plus sur ces novellas parce qu'elles sont plus courtes peut-être, puis je me laisse un peu plus porter. Mais cette série-là m'intriguait vraiment. Donc, mon père m'a trouvé l'intégrale en usagé, dans le fond, en format poche, de la série 1Q84. Je vais la mettre comme ça, donc en 3 tomes. Et je me souviens même plus exactement quelle était la série, mais je vais regarder. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais je vais vous le lire. Entre l'an 1984 et le monde hypnotique de 1Q84, les ombres se reflètent et se confondent. Unis par un pacte secret, les existences de Tengo et Daomame sont mystérieusement nouées au seuil de 2 univers, de 2 ères. Une odyssée initiatique qui embrasse fantastique, thriller et roman d'amour, composant l'œuvre la plus ambitieuse de Murakami.
Donc, ce que je comprends, c'est que 1Q84, c'est comme un monde parallèle avec 1984. Il me semble qu'on a de l'intelligence artificielle aussi qui est là-dedans. C'est drôle parce que c'était pas mal la thématique involontaire de mon dernier vlog. Donc, merci papa d'être allé chercher ça. Et ben voilà, je vais avoir ça à lire dans la bibliothèque. Et sinon, ben, ça fait super longtemps. En plus, je suis allée à la bibliothèque. J'ai remporté des livres de la bibliothèque où je travaille. Puis, je ne vous les avais pas présentés. Et ben, de toute façon, il va falloir que je les rapporte bientôt. Donc, je sais comme, ben, je vais les lire, mais je vais au moins vous en parler. Tout d'abord, il y a un livre que j'avais vu au début janvier quand j'étais allée en petite tournée chez Indigo. J'avais vu ce livre-là qui était en présentation. J'avais juste feuilleté puis je trouvais ça super hilarant. Et je me suis rendu compte qu'on l'avait à la bibliothèque. Il faut savoir que c'est pas moi qui est responsable de l'achat des livres en anglais. Donc. Et c'est celui-ci. C'est Don't Trust Fish. Et c'est de Neil Shopson et Dan Santa. Je pense que c'est l'illustrateur, en fait, qui me dit quelque chose. Puis, voyez-vous, il a gagné une médaille Caldecott. Donc, c'est une médaille qui est même connue au niveau anglophone. Et à l'arrière, ça dit tout simplement There are plenty of fish in the sea. Don't trust any of them. Il me semble bien que c'est... excusez, j'ai mis un petit papier qui... Je vais juste vous montrer un petit peu. Mais dans le fond, c'est vraiment, on va apprendre à découvrir le monde des poissons, mais avec un ton vraiment humoristique. Et voyez-vous, comme deuxième de couverture, là, on a un petit texte ici qui dit « Fish. They're in our homes. They're in our water. But what do we really know about them? Don't trust fish. » Donc, juste pour peut-être, je vais vous montrer une illustration. Peut-être une seconde. Je m'excuse si j'ai l'air un petit peu bizarre, mais c'est parce que j'ai un chat sur moi finalement qui est venu se coller après s'être énervé. On voit ici que c'est déjanté quand même. J'ai super hâte de lire. Il faut que je le rapporte bientôt. Donc, celui-ci. Et celui-là, j'espère que c'est le premier tome, mais je pense que oui. Mais je suis pas sûre. Peut-être que non. Peut-être que c'est le troisième, puis que dans le fond, je me suis fait avoir. C'est pas grave, je vais quand même vous le présenter. Alors, c'est fait partie de la série Les Lurons de la forêt. Donc, Les Lurons de la forêt, c'est publié chez Kaléidoscope, c'est d'Anthony Martinez. Et on va retrouver, dans le fond, les fameux lurons de la forêt, qui sont ceux-ci. Et qui vont avoir une aventure, sans doute, une aventure sylvestre. Je me sens que c'est ça l'adjectif pour la forêt. Et à l'arrière, ça dit « Il y a bien longtemps, ou alors pas tant que ça, loin, très loin, dans une autre contrée, un autre monde, ou alors juste à côté, vivaient les lurons de la forêt. Ces joyeux amis menaient leur vie tranquillement et les jours défilaient, sans grands incidents. Mais un matin, une rencontre inattendue bouleversa ce train-train. Laissez-moi vous conter cette histoire qui ne manque pas de mordant, c'est certain. Donc, on sent la petite rime ici. Je vais juste vous montrer un peu. J'ai vraiment été comment séduite par comme le visuel. Regardez la composition graphique puis les dialogues, ça a l'air trop drôle. Puis je pense que les deux autres qu'il y a, c'est juste Les Lurons de la forêt puis une comédie en 5 actes. Puis celui-là, le sous-titre, c'est En scène tigresse. Fait que je sais pas si... Peut-être que c'est le tome 3. Mais c'est pas grave, je vais quand même le lire. Donc voilà. Alors voilà, c'était le long début de mon vlog. Les réceptions livresques. Et il ne me reste plus qu'à m'effondrer de fatigue et me reposer jusqu'à ce que mon copain revienne. Alors, on se reparle tout bientôt et allez, on se lance, on se poursuit ça, ce vlog-là. Hey, bonjour vous autres. Alors, on est le lundi 24
23 mars. Et ben c'est ça, je suis en fin de journée comme d'habitude. Maintenant, je prends souvent en fin d'après-midi le lundi parce que je fais d'autres choses avant. Je vous prends alors que je suis encore en train de relire le fameux Peter May, donc la petite fille qui en savait trop, cette fois-ci en français. Et majoritairement en lecture d'accompagnement parce que j'ai fait beaucoup de déplacements, donc j'ai pas eu le temps de me plonger en numérique. Et ma foi, la traduction est quand même intéressante en français. Donc, je suis contente parce que je vous l'ai souvent suggéré, Peter May. Et puis, bien, je vous disais toujours qu'il y avait les versions en français, mais j'avais jamais testé la traduction. En tout cas, en ce qui concerne celui-là, parce que ça se passe en Belgique, donc peut-être qu'il y a un peu moins aussi de référence à tout ce qui est écossais, parler plus typique et peut-être que ça se traduit un peu mieux, mais je suis bien satisfaite. Donc, few, parce que ça veut dire que les gens dans le club de lecture vont peut-être avoir une expérience potentiellement intéressante. Le but, c'est que je leur fasse découvrir cette plume-là s'ils ne l'ont pas déjà découverte. Moi, je trouve qu'elle est vraiment intéressante. Donc, voilà. Sinon, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais des trucs à faire ce matin au niveau professionnel. J'ai comme un genre de deuxième défi là, qui s'ajoute en ce moment à à mon quotidien déjà bien occupé, mais c'est pour aider localement, donc ça va. Bref, ce matin, c'était pas nécessairement une journée totalement de congé, mais c'était quand même plaisant. Et ensuite, quand je suis revenue, je me suis lancée dans mon carnet de lecture, donc je poursuis toujours, dans le fond, de façon analogique, en plus de ce que je note, en fait, en version sur mon téléphone. Et je dois dire que vous savez, l'outil que j'ai acheté, l'espèce de petite imprimante, la IV2, IV2 en fait, de Canon que j'ai acheté pour justement spécifiquement faire ça. Écoutez, jusqu'à maintenant, je ne suis pas totalement satisfaite. Je ne suis pas sûre qu'on va vraiment bien voir, mais je ne sais pas si... Je vais vous montrer quand même un exemple. Ça, c'est une page où on a des... vous allez voir arriver mon chat, c'est sûr. Ou sa queue. Ah, une oreille! Donc ça, c'est une page où on a les deux. Donc, on a des impressions faites avec la Canon, puis des impressions normales que je colle ensuite avec la colle. Donc, voyez-vous, on a ici les Canon qui sont bien sûr en fini luisant, mais avec les couleurs, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais non, il y a trop de reflets. Mais c'est pas très intéressant, comme la couverture n'est pas aussi orangée. Et ça, c'est les versions imprimées. Je vais essayer de voir si je suis capable de vous les montrer. Donc, pas luisant, mais avec des couleurs qui sont beaucoup plus fidèles finalement à la couverture originale. Puis je pensais que j'aimerais ça, mais j'ai testé plein de couvertures, puis finalement, c'est comme pas satisfaisant. Je pense que j'aime pas vraiment comment ils gèrent les couleurs. Je pense quand même que cette imprimante-là est faite pour imprimer des photos souvenirs de façon assez spontanée et sans grandes ambitions de qualité. La définition est bonne, mais la balance des couleurs est vraiment pas bonne. Puis c'est pas une imprimante qui comprend de l'encre, c'est un procédé en fait qui n'a pas besoin d'encre, donc un papier sans doute réactif. C'est sûr que ça, c'est potentiellement peut-être justement ça la problématique. Bref, j'ai fait l'achat de ça, puis je pense que je suis pas certaine que je vais continuer à l'utiliser, mais j'ai quand même une idée pour la faire passer au suivant potentiellement. Donc, c'est correct. Donc, je suis revenue à mes bonnes vieilles impressions en format papier, puis ça va beaucoup mieux dans mon cerveau. Donc, je vais avoir eu... puis ça a l'air niaiseux, là, mais ça, ce dont je vais vous parler, c'est quelque chose que j'aurais pas été capable de faire avant. J'étais assez psychorigide quand je commence des choses. C'est pour ça aussi que souvent, je commençais pas du créatif. C'est pas vraiment du créatif, mais bon, enfin, c'est quand même de l'analogique. Parce que on dirait que je vais toujours tout faire parfaitement du premier coup. On dirait qu'il faut que ce soit toujours correct, donc tout cohérent, tout pareil. Et là, dans ce cas-ci, ben voyez-vous, j'ai commencé en ayant une idée potentielle. En fait, n'ayant pas nécessairement d'idée comment je voulais justement le remplir. Je me suis fait un petit peu quelques idées de petites choses que je pouvais dessiner et tout. Donc, je me suis fait, en fait, une idée un peu de ce que je voulais. Puis, je l'ai mis en application, puis c'est zéro parfait. Puis là, en plus, je suis passée au départ à des couvertures imprimées collées par moi-même, avec un système de notation qui était collé par moi-même, donc qui générait beaucoup de colors résiduels, même si je faisais attention. Ensuite, à un système du fameux Canon 2, donc les espèces de photos autocollantes avec un fini super lustré, vraiment épaisse, donc qui font que la page, puis beaucoup plus grosse finalement, donc qui font que la page se tient un peu différemment et avec une balance de couleurs absolument pas satisfaisante. Et
avec un système de notation autocollant. Donc, c'est pas des étoiles, c'est des petits points. Puis là, je suis revenue finalement à la version imprimée, collée, mais en gardant le système de notation autocollante. Ce qui fait que c'est pas pareil. Mais c'est pas grave. Pour tout le monde, c'est pas grave. Mais dans mon cerveau, avant, ça aurait été très grave. Ça aurait fait en sorte que j'aurais eu l'impression que je peux pas poursuivre le livre parce qu'il est pas pareil. Mon cerveau, quand même. Je sais pas si votre cerveau est comme ça des fois. Clairement, quand on a un cerveau qui s'accroche sur des choses comme ça, c'est parce qu'on n'a pas d'autres choses sur lesquelles on a à s'accrocher. Donc, je me compte chanceuse. Des choses plus graves, je veux dire. Mais c'est quand même un peu compliqué quand on veut faire ça. Puis je suis pas non plus la dame la plus créative au monde. Donc ça, c'est comme mon niveau de juste essayer de faire quelque chose par moi-même puis de pas prendre nécessairement un livre qui est tout guidé. Donc volontairement de le faire comme ça. Mais ça me demande un grand lâcher-prise et une grande bienveillance par rapport au rendu. Mais c'est pas grave, c'est juste pour moi de toute façon. Alors, tout ça pour vous dire que j'ai fait ça. Et ensuite, je voulais vous parler peut-être d'une série qu'on a commencé hier. Je ne sais pas si on va la poursuivre. Excusez, j'ai poil de chat. Une série qu'on a commencé hier, mon copain et moi. Je ne sais pas si on va la poursuivre, mais jusqu'à maintenant, c'était quand même assez rigolo. Donc, c'est pas la série du siècle, mais quand même. Et peut-être que vous savez déjà c'est quoi, là, mais la série, ça s'appelle Bookish. Ça a été, c'est une idée, une création, un scénario, je pense, une production de Mark Gatiss, qui est un acteur, mais aussi un producteur et un scénariste assez connu, qui peut-être dans l'imaginaire populaire est plus particulièrement connu pour son incarnation de Mycroft Holmes dans la série qui a été produite par la BBC et qui mettait en scène Benedict Cumberbatch dans le rôle de Sherlock Holmes et Martin Freeman dans le rôle de Watson. Mais bref, c'est lui qui produit ça et qui a écrit ça. Et on va retrouver en fait un monsieur qui s'appelle Monsieur Books, Monsieur Book, et qui tient une librairie de livres de Kazan. Et ça s'appelle donc Books Book, donc les livres de Book, et dans une espèce de coin un peu louche de Londres, j'imagine. Mais ça se passe dans les années en 1946, donc après la Seconde Guerre. Et il habite avec sa dame, donc Mrs. Book, qui, elle, a une passion pour les papiers peints. Et ils vont accueillir, en fait, rapidement quelqu'un pour un emploi, qui est un emploi d'assistant, dans le fond, libraire pour la librairie de Kazan. Et c'est un jeune homme qui, on le voit, vient de sortir de prison, donc quelqu'un qui essaie de se réinsérer. Il est très jeune, je pense qu'il a peut-être une vingtaine d'années, ou un petit peu plus que ça. Puis il comprend pas trop comment ça se fait qu'il se ramasse ça, parce qu'en fait, il a reçu une offre, mais il pensait pas que ça serait dans une librairie de Kazan. Dans sa tête, ça allait être genre dans une usine ou tout ça. Mais tu sais, quand il sort de prison, il s'est juste dit, ben mon Dieu, je suis chanceux de comme avoir un emploi puis quelqu'un qui veut m'accueillir. Et voilà, donc il va être accueilli là, puis rapidement, ça va être un peu étrange parce qu'ils vont comme l'accueillir à bras ouverts, puis lui, il est comme pas nécessairement habitué à ça. Puis M. Book va insinuer assez rapidement que oui, il vend des livres, mais que c'est pas nécessairement son occupation principale, qu'il y a comme un hobby qui prend beaucoup de son temps. Et on finit par comprendre que son hobby, c'est en fait d'être un conseiller freelance auprès de la police. Donc, ça nous dit un peu quelque chose. On s'entend que ça ressemble un peu à... Ça ressemble à beaucoup de choses dans les séries policières britanniques. À la limite, ça peut faire un petit écho avec Sherlock Holmes, mais bref, on va les suivre. C'est vraiment hilarant. C'est une série qui volontairement se prend pas au sérieux. Donc, il y a vraiment plein d'humour, plein de clins d'œil, plein d'humour british que tu fais comme juste OK. Jusqu'à maintenant, de ce que je comprends, c'est comme des enquêtes qui vont sur 2 épisodes qui font au maximum 1 heure. Et je pense que jusqu'à maintenant, il y a 6 épisodes dans la première saison. La seconde est peut-être déjà sortie, mais nous, on y a accès sur une plateforme où il y a juste la première qui est sortie. C'est fort agréable. Fait que si jamais ça vous tente, vous êtes un peu un amateur ou une amatrice de Cozy Mystery, ça c'est vraiment la structure Cozy Mystery, ben ça pourrait vous plaire. Cela dit, en arrière-fond, on comprend quand même qu'il y a l'air d'avoir quelque chose de louche, ou en tout cas de secret, avec Monsieur et Mrs. Book. Donc, ils se sont connus quand ils étaient super jeunes, dans une aile d'hôpital, parce qu'il y avait tous les deux la scarlatine en même temps. Et là, on comprend qu'ils se sont comme rencontrés, puis perdus de vue, puis retrouvés. Puis on sent que c'est un peu comme une façade. C'est des gens super sympathiques. Mais, puis, M. Book est allé à la Seconde Guerre.
puis on sent que potentiellement il est impliqué soit dans quelque chose de service secret ou dans quelque chose de louche et de sombre. Mais on dirait que le passé le rattrape. Donc, je pense que le fil rouge à travers toutes ces petites enquêtes-là, ça va sans doute être qu'est-ce qu'on va finir par comprendre comme trame en arrière-plan. On comprend que potentiellement, ça va peut-être regarder le jeune homme qui est là, qui a priori n'a pas l'air de savoir pourquoi il est là. Donc, sympathique, si jamais ça vous dit. Bon, là, nous, on y a accès sur la plateforme PBS, mais ça doit être disponible ailleurs. Je ne sais pas sur quelle plateforme ça a été produit en premier. Si je l'ai, ça a été produit, pardon, en premier. Si jamais j'ai la plateforme originale, je vous la mettrai. Mais si ça vous dit, voilà, c'est rare que je partage un genre de moment série télé, mais là, on s'est lancé là-dedans, donc ça me tentait de vous en parler parce que, bon, ça se passe dans une librairie d'occasion. Et en plus, c'est des Cozy Mystery et il y a comme un genre de secret. Puis c'est vraiment des acteurs qu'on est habitué de voir dans les adaptations des Hercule Poirot sur la BBC. Donc, c'est super intéressant. Là. Donc, la Mrs. Book, en fait, c'est une femme qui incarne, entre autres, dans plein d'autres choses. Elle a dû faire des choses beaucoup plus majeures que ça, mais bon, c'est pas grave. Qui incarne Bess Sedgwick. Bess Sedgwick. Je suis pas capable. À chaque blague, il va y avoir un moment où j'ai de la misère à prononcer un mot. Best Segwick. Chose dans Hôtel Bertram, mais l'adaptation, pas celle que j'aime nécessairement avec ma fameuse Jo Nixon, mais avec une autre actrice qui a l'air un peu plus de Debbie, un peu, tout ça. Donc, voyez-vous, c'est une actrice qu'on voit dans d'autres choses, puis entre autres dans ce genre de série-là. Puis là, ben, elle est là, puis c'est vraiment sympathique. On se rend compte finalement que tout le monde est un peu mobilisé pour aider M. Book dans ses enquêtes potentielles officielles. Le policier aussi est sympathique, vient du Scotland Yard. La police locale n'a pas l'air à vraiment être capable de supporter le fait que M. Book est comme un genre de consultant officieux. Mais le gars de Scotland Yard, oui. Puis le gars de Scotland Yard, ben, c'est un peu un genre de mélange entre peut-être le policier dans Sherlock Holmes versus peut-être... j'ai un blanc, évidemment. Inspecteur Japp, peut-être dans les Agatha Christie. Bref, il y a beaucoup d'éléments, mais c'est comme un genre d'hommage, bref. Alors, il y a peut-être une ambiance un peu Knives Out. Je sais pas. On dirait que j'ai comme un feeling qu'il y a peut-être ça qui peut se passer. Alors voilà, bref, j'arrête de vous en parler, mais je sentais de quand même vous faire un petit signe là-dessus. Alors, sur ces bonnes paroles, je continue ma lecture. Ensuite, je sais pas ce que je vais faire cette semaine. Ça va encore être une semaine hyper occupée, donc aucune idée à quelle fréquence on va pouvoir se voir. Mais je me suis dit que j'allais prendre au moins pour vous dire que j'avance dans mon Peter Me et que je me suis permis un peu de loisir créatif aujourd'hui. Oh là là! Alors, à tout de suite. Alors, bonjour vous autres. On est le mardi 24 mars et fin de journée. Donc, éclairage, j'espère que ça va être acceptable pour vous. Et je vous prends parce que j'ai terminé finalement. Finalement, je vais l'avoir lu en lecture d'accompagnement parce que j'avais plein de choses à faire. Mais j'ai terminé ma relecture de La petite fille qui en savait trop. Pardon, je vais essayer de reflet. La petite fille qui en savait trop de Peter May. Donc, en version française cette fois-ci. Parce que, bon, bien sûr, cet automne, je l'avais lu en version originale. J'avais écouté en version originale. Et, ben, ma foi, ça a été une bonne relecture. J'avais quand même oublié exactement qu'est-ce qui s'était passé. J'avais un très bon souvenir de la quête du personnage principal, de comment il se sentait, de comment ça m'a fait me sentir, du rôle qu'il va avoir avec les personnages secondaires importants, disons, dont la fameuse petite fille qui en savait trop. Mais dans le détail de qu'est-ce qui se déroulait, puis je savais que c'est un roman qui implique quand même un contexte politique particulier, donc en 1979 en Belgique, avec le début de la communauté européenne, donc l'ancêtre de l'Union européenne, dans un contexte où c'était pas évident au niveau des gouvernements britanniques, entre autres. Et donc, je me souvenais qu'il y avait ça, je me souvenais qu'il y avait des machinations un peu... mais j'avais pas... On dirait qu'il y a des choses qui me manquaient, fait que tant mieux, ça a été une relecture que, bon, pendant au moins les 2 premiers tiers, j'avais assez de détails qui me revenaient pour avoir l'impression de faire une vraie relecture, puis de faire comme oui, c'est bon, mais en même temps, c'est tellement bien écrit que c'était pas quelque chose de dérangeant non plus à vivre comme expérience, c'était plutôt chouette. Et puis la traduction française, j'étais agréablement surprise. C'est une très bonne traduction.
Et dans le sens où c'est toujours des bonnes traductions, mais je veux dire, le résultat est agréable, dans le fond, à lire. Et je trouve que ça traduit quand même bien la plume de Peter May. C'est-à-dire ce que j'aime chez lui. Dans ce cas-ci, c'est pas un Peter May typique, dans le sens où, ben moi, je l'ai connu plus avec la trilogie, la tétralogie de l'île aux chasseurs d'oiseaux, donc de l'île Lewis. Et à ce moment-là, comme je vous disais, Lika, c'est un personnage en soi. Là, dans celui-là, la place est moins grande sur le lieu en tant que personnage, mais c'est comme si c'est vraiment l'intériorité des personnages et le contexte socio-politique qui sont vraiment les points d'ancrage. Et il ne faut pas oublier que ce roman-là, c'est un des romans que l'auteur a écrit très jeune. Donc, c'est dans ses premiers romans. Il travaillait encore comme journaliste à ce moment-là et il a décidé de faire celui-là, ce roman-là. Et d'ailleurs, dans la préface et la postface, il explique bien comment il a réussi à faire ça. C'est quand même il y a quand même eu des déclencheurs en lien avec le contexte, justement, de l'époque, le contexte politique, même le côté un peu fait divers. Son histoire de la petite fille qui en savait trop, dans le sens la petite fille autiste qui a un super grand talent pour le dessin. C'est quelque chose qui est un personnage qui existait potentiellement, là, pas exactement comme il le décrit, bien entendu, mais ça l'a assez inspiré pour que ça l'intéresse pour s'informer sur l'autisme, essayer de voir comment il pouvait l'intégrer et tout. Donc, c'est intéressant de voir qu'il a fait ce chemin-là, alors que ben, c'était un tout jeune auteur encore. Et c'est pour ça qu'on retrouve peut-être un peu moins le côté... je ne sais pas comment décrire la plume de Peter May, mais je sais pas, je sais pas s'il y a une longueur en même temps. Il y a quelque chose de un peu de mélancolique à sa plume. Mais c'est pas négatif ou triste, sauf qu'il y a une espèce de. Ah, je sais pas comment décrire la texture de sa plume, mais c'est trop parfait. Dans celui-là, on est vraiment dans un thriller politique. Du journalisme d'enquête politique. Fait que ça pourrait être un film, clairement. Ce livre-là, d'ailleurs, je me demande comment ça se fait que ça n'a jamais été adapté en film, ou ça a déjà été adapté en film, puis je sais pas. Alors, peut-être que j'aurai une bonne nouvelle un jour, puis que ça sera adapté, parce que c'est très cinématographique. Donc, pour ceux qui peut-être osent pas Peter May, ben, peut-être que vous pourriez commencer avec celui-là si vous voulez essayer, mais sachez que c'est pas nécessairement typique de ce que sa plume est devenue. Alors, bonne relecture. Et ben, en fait, pour la suite des choses cette semaine, je vais faire des petits tests pour voir si je me lance là-dedans. Il faudrait que j'avance ma pièce à lire du Marceau féminin que j'ai pas. Ben, j'ai fait avancer. J'ai lu, à part ce livre-là, là, mais j'ai lu seulement des autrices pendant le mois de mars. On est quand même déjà rendu le 24. Techniquement, ça se termine dans 7 jours. Et j'ai lu. Je vais avoir lu peut-être la moitié de la pièce à lire que j'avais faite. Habituellement, j'arrivais à terminer ma pièce à lire, mais ce mois-ci, je sais pas, parce qu'il y a des livres que j'ai choisis qui n'existent pas en livre audio, puis je me rends compte que c'est vraiment un frein pour moi, parce que souvent, ça va être mes lectures de transport, dans le fond, que je vais avoir, ou de déplacement, que je mets dans mes pièces à lire, puis là, ben, ça m'a un peu bloqué. Donc, voilà. Il y a aussi le fait que j'ai recommencé le livre de Virginia Woolf, Between the Acts, à peu près 15 fois en livre audio. J'ai de la misère à me concentrer sur le livre audio. Puis c'est normal, c'est Virginia Woolf, ça fait tout le temps ça. Puis j'ai tellement le cerveau qui va à 1000 à l'heure en ce moment que j'ai de la misère avec la pourtant délicieuse longueur, en fait, que propose Virginia Woolf dans la plupart de ses romans. C'est vraiment bien fait. C'est sa signature aussi, c'est sa façon d'écrire. Mais là, on dirait que je sais pas si c'est trop lent en ce moment pour moi. Donc là, je suis un petit peu mal prise parce que j'avais ça, plus le Agnes Grey de Anne Brontë, qui était une autrice oubliée. Ben, je sais qu'Anne Brontë est connue, mais elle est moins connue que ses sœurs, mettons. Disons qu'on en parle moins que ses sœurs. Mais dans ces deux-là, c'est un rythme qui est plus contemplatif. Bon, pour le Brontë, c'est parce que c'était aussi... Ça témoignait un peu de comment ça se passait à l'époque. Mais pour le Virginia Woolf, ben, c'est pas aussi lointain comme époque, mais ça demeure quand même sa signature. Fait que là, j'ai comme 2 livres lents qui me restent à lire. Un autre livre que je vais essayer d'envisager. Donc, si je l'écoute et ça me convient bien, je vais vous dire ce que c'est. Donc, suspense. Puis après ça, il me reste un très court roman, que ça, je vais le lire de toute façon. Je pense qu'il fait 60 pages. Puis, je me souviens plus qu'est-ce qu'il me reste comme autre titre. Bref, je vais vous en parler. Après, ça se peut que là, je fasse un petit peu de... Même s'il fait un petit peu plus noir, ben, ça se peut que je me remette un petit peu à faire du carnet de lecture. J'ai été un peu interrompue la dernière fois quand j'ai commencé à en faire en regardant du booktube là, pour me
pour me faire décrocher un peu. Mais voilà, donc je voulais juste vous parler de cette relecture-là, même si a priori, je vous en ai déjà parlé en automne. Ça serait drôle de voir, parce que là, on dirait que le ressenti que j'ai, comme c'est une relecture, je sais pas qu'est-ce que... Je le lis tellement avec un... Pas une fonction, mais avec un agenda, en fait, à l'arrière. C'est-à-dire que je le lis parce que j'ai un club de lecture, donc je le lis en me laissant porter, mais en étant toujours en mode conscience de faudrait que je retienne ça, ça pourrait être une bonne question à poser, blablabla. On dirait que je suis moins emportée par les émotions, mais en même temps, je trouve que le personnage de Neil Bannerman, j'ai lu son nom je sais pas combien de fois. Bannerman, il me semble que c'est ça. Bref, ce personnage-là, je le trouve, encore une fois, comme la plupart des personnages de Peter May, c'est un personnage qui est pas seulement en deux dimensions, que des failles, qui nous entraîne avec lui dans une quête qu'il fait pour lui-même, qui est un peu plus grande que lui, entre guillemets. Puis finalement, il se fait prendre par la vie, par les choses qu'il refoule depuis plein d'années. Puis là, on parle pas nécessairement de secret de famille, même dans ce cas-ci, il y a vraiment quand même un secret aussi, mais c'est comme s'il se fait prendre par... On peut pas continuer continuellement... On peut pas continuer à être complètement décroché du réel, puis en mode genre je travaille, puis je ressens rien toute sa vie. À un moment donné, ça nous rattrape. Puis là, ben, dans ce contexte-là particulièrement, c'est un contexte où il va vivre des choses qui sont extrêmes, où sa quête journalistique peut potentiellement avoir un impact plus grand que juste, entre guillemets, avoir un impact sur des vies connues, mais ça peut avoir un impact même politiquement. Fait que j'ai trouvé vraiment que le sujet choisi, même si c'est vraiment plus dense parce que c'est politique, moi, c'est venu me parler parce que j'aime beaucoup tout ce qui est politique. C'est un pan de l'histoire que je connaissais pas vraiment, donc... Puis en plus, ben, la plume de Peter May. Donc voilà, je ne sais plus trop comment vous en parler, mais sachez-le. Puis je trouve que la façon qu'il y a eu d'aborder l'autisme là-dedans, à l'époque où ça a été écrit pourtant, alors que c'était pas nécessairement super connu encore. Bon, je pense quand même qu'il a fait une relecture, qu'il a dû l'ajuster aussi pour s'assurer que c'était encore correct, vu que les choses ont évolué depuis. Mais je trouve que c'est tellement... À une époque où on connaissait pas grand-chose là-dessus, je trouve que c'est fait avec... Je sais pas comment dire... Pas de délicatesse, oui, mais il est quasiment avec fascination respectueuse par le potentiel inexplicable de cette différence qui pourtant peut être complètement handicapante dans certains cas, dans le sens où dans ce cas-ci, c'était une personne autiste non-verbale, handicapante dans le sens pour la communication régulière après, évidemment, mais là, la façon dont c'est traduit, on s'insère dans la tête de la personne autiste, c'est pas juste des points de vue de l'extérieur. Puis cette personne autiste-là, quand même, ressent le besoin de communiquer en quelque sorte, mais elle sait pas trop comment, parce que c'est pas quelque chose que son cerveau envisage comme les autres humains avec qui qu'elle côtoie. Donc, j'ai trouvé que c'était quand même audacieux pour l'époque de mettre ça. Puis ça a été fait avec vraiment un respect, puis une bienveillance. Puis, je trouvais que c'était important à souligner quand même. Donc, voilà. Alors, sur ces bonnes paroles, je vais clore temporairement mon petit segment en flattant le dessus de tête de mon chat. Puis, on se revoit dès que possible. Mais voilà, j'en ai absolument pas entendu parler. Par contre, Agnès Aubert, tout le monde en parle. Et je ne sais honnêtement pas trop si je vais rentrer dans le truc ou pas. Voilà. Tout de suite, j'étais comme, ah, ok, j'ai trouvé l'aspect. Ben oui, moi, je suis intelligente, j'ai trouvé vite.
Parce que au début du roman, le protagoniste explique à son amoureux: hey, écoute, moi ça me dérange pas que les contacts physiques prennent beaucoup de temps à se faire, parce que moi en fait la sexualité dans une relation c'est pas quelque chose qui est important pour moi. Hey, bonjour vous autres. Alors, on est le jeudi 26 mars et ma semaine de fou se poursuit. Ah, je suis vraiment fatiguée, là. J'arrête pas. Puis c'est pas terminé, je pense que mon blitz va falloir qu'il se continue pour la semaine prochaine, mais bon, c'est pas grave. Je suis là parce que j'ai décidé de prendre une seconde lecture. Peut-être que vous allez avoir juste 2 lectures cette semaine. J'ai aucune idée quelle durée va faire le vlog non plus, mais je fais ce que je peux. Et j'ai décidé aussi de remanier toute, en grande partie, ma pièce à lire du Mars au féminin. Parce qu'on est rendu le 26, qu'il me reste 5 jours, puis que j'avais peut-être un peu d'ambition, peut-être finalement, pour mes lectures, puis que je ne pourrais pas nécessairement le faire aussi, il me tentait moins. Certaines des titres, finalement, me tentaient moins, j'étais moins dans le mood, donc j'ai remanié ça hier soir et cette nuit, parce que je faisais de l'insomnie. Et par contre, oui, et dans le fond, dans mon remaniement, j'ai remplacé le Heather Fawcett, qui était je me souviens plus c'est quoi, là, c'est un refuge pour chats, là, je l'ai juste en français, ça se passe à Montréal, c'était du Cozy Fantasy. Et je vais le lire, là, j'ai même acquis la version audio, mais j'étais comme moins dans le mood à ce moment-là. Et comme ça me prenait un roman SFFF écrit par une femme, j'ai regardé qu'est-ce que j'avais dans ma bibliothèque à lire. Puis j'avais celui-ci que ça fait déjà une fois que je mets dans une pièce à lire que j'ai pas lu, mais il y a celui-ci donc, c'est Obsolète de Sophie Loubière, que c'est ça, dans le fond, que je voulais lire depuis un bon moment, à chaque fois j'ai envie de lire, je regarde la couverture, ça m'intéresse, je regarde la 4e, ça m'intéresse. Puis quand je suis rendue à la liste, c'est quand même un livre d'à peu près 600 pages, je me dirais qu'à chaque fois je suis pas trop sûre. Là, il n'était pas en livre audio, puis là, il est en livre audio, donc ça m'a un peu décidé. Et j'ai vu la 4e de couverture, je pense que ça va être un peu plus... J'espère que je ne me divulgacherai pas. Non, c'est correct. Fait que je voulais la 4e de couverture. 2224. Depuis le grand effondrement de la civilisation fossile, l'humanité s'est adaptée. Économiser les ressources, se protéger du soleil, modifier son habitat, ses besoins, en finir avec toute forme de violence, vivre en harmonie et adhérer au tout recyclage, y compris celui des femmes. Afin d'enrayer le déclin de la population, les femmes de 50 ans doivent quitter leur famille et laisser la place à une autre en âge de procréer pour entamer un autre cycle de vie au domaine des hautes plaines. L'heure a sonné pour Rachel. Solide et sereine, elle est prête. Mais qu'en est-il de son mari et de ses enfants? Et que faire de ces doutes grandissants? Car personne ne revient jamais des hautes plaines. Et Rachel sent bien que ce n'est pas le lieu de rêve promis par la gouvernance aux futurs retirés. Comme vous voyez, on est sur des prémices quand même qui s'inscrivent pas mal dans les codes classiques de la dystopie. Donc, une société futuriste très contrôlée, qui après, en fait, post-apocalyptique, donc où le contrôle a été justifié par justement le fait que, en raison du contexte climatique et géographique et de la Terre et tout ça, versus les ressources qui restaient, que ça prenait un contrôle pour être sûr de pas que l'humanité, en fait, soit pas en voie d'extinction. En fait, est en voie d'extinction, mais disparaisse pas complètement. Et ça a généré quand même plusieurs mesures, dont entre autres le fait, comme c'était mentionné, que les femmes en fait sont utilisées pour la procréation, pour leur rôle de mère, mais une fois qu'ils arrivent à la fête, c'est 50 ans, mais c'est un peu l'âge moyen de la ménopause. Donc à ce moment-là, ils sont recyclés. Personne ne sait exactement c'est quoi recycler, puis on est quand même dans un monde où il y a une intelligence artificielle qui diffuse des messages pour un peu programmer, entre guillemets, les mentalités pour être sûr que les gens aient tous un peu la même version des faits, des choses, puis des attentes. Et on leur fait vraiment miroiter que les femmes, dans le fond, vont aller se reposer enfin quand ils sont après 50 ans et tout ça. Évidemment que dès le départ, de la façon dont c'est présenté, comme on insiste beaucoup là-dessus, c'est sûr qu'on se doute, puis surtout avec la 4e de couverture, que ça doit sans doute pas être si beau que comment c'est présenté. Puis ça aussi, c'est un peu un point d'ancrage assez commun dans tout ce qui est dystopie ou post-apocalyptique. On sent qu'il va y avoir une rébellion potentielle. Donc, écoutez, je suis rendue à la page 200. J'ai lu le tiers en livre audio, 224. Voilà. Et j'aime beaucoup, mais ça m'apparaît dense pour rien.
Donc, c'est intéressant. C'est parce que la prémisse m'intéresse, parce que je suis intriguée et je veux voir qu'est-ce qui se passe. Mais c'est un rythme qui, étrangement, en fait, qui est un rythme qui est un peu un mélange de rythme contemplatif / informatif. C'est très lent comme rythme. Et bon, ben là, finalement, après, ça fait peut-être juste une 50aine de pages qui commencent à se passer des choses parce que le premier tiers, en fait, c'est la mise en place. On nous présente un peu les personnages principaux, dont la fameuse Rachel. On a pour Rachel son point de vue, son intériorité, dans le fond. Et dans son intériorité, on va avoir ses pensées en temps réel, mais aussi des références à son passé. Donc, quand elle était jeune fille, elle avait une sœur qui, malheureusement, est une sœur qui d'ailleurs est autiste. Donc, ça, je sais pas si c'est pas... Je savais pas du tout quand j'ai pris ce livre-là, donc je sais pas si j'étais dans ce mood-là intuitivement cette semaine, mais bon. Et qui a fait en sorte qu'elle a grandi avec une sœur avec des besoins particuliers dans un monde qui habituellement efface un peu la différence, mais pour les personnes autistes dans ce monde-là, en fait, on mise sur eux lorsqu'ils sont rendus un peu plus vieux en raison de leur grande capacité de concentration sur un sujet. Mais c'est sûr que c'est pas trop facile la partie socialisation puis tout ça. Donc, elle a grandi avec cette réalité-là et malheureusement, sa sœur a disparu et ils ont dû déménager en fait de village. Ce sont des villages qui sont spécifiés, identifiés comme avec des numéros, donc on est vraiment dans la dépersonnalisation. Et elle a changé de village et elle s'est ramassée dans le village où elle est actuellement, où elle a grandi. Elle s'était dit qu'elle allait jamais se marier, puis finalement, en fait, se reproduire. Puis finalement, elle a trouvé un partenaire qui s'appelle Keen et qui est un Écossais qui habitait sur l'île de Skye et qui a déjà eu une famille, parce qu'il faut savoir que si les femmes sont recyclées à 50 ans, les hommes doivent continuer à procréer après ça pour être sûr qu'il y ait une population. Et donc, une fois que leur femme est retirée, ben en fait, c'est de leur devoir de se trouver une nouvelle femme pour pouvoir poursuivre, perpétrer en fait l'espèce humaine. Donc, Keen avait une femme, avait des enfants, malheureusement, a perdu les 3. On ne sait pas trop c'est quoi les circonstances. Et il s'est retrouvé dans ce village-là parce qu'il avait besoin, je pense, de ses spécialités. C'est un archéologue. Et a fini par rencontrer Rachel, qui, elle, étrangement, est coiffeuse, alors qu'elle avait des grandes capacités, mais elle, ce qu'elle avait envie, c'est justement d'être coiffeuse. Même si c'est plus technique, mais c'est ça qu'elle avait envie de faire. Je ne sais pas comment ils se sont croisés, mais ils se sont croisés. Donc, elle est la seconde femme de Keen. Et elle va avoir 2 enfants avec lui, une fille et un garçon. Et quand on se retrouve là, on comprend que Rachel est tout près de recevoir sa lettre son avis de retrait qui est malheureusement envoyé à son mari et non pas à elle. Donc, bravo. Et pour, évidemment, partir. Et bien, même s'ils sont préparés par la société avec des cours l'année d'avant et tout ça, pour se préparer émotionnellement, ça la bouleverse quand même. Il faut aussi savoir que c'est un monde où, encore une fois, comme dans la plupart des... Ça me fait d'ailleurs beaucoup, beaucoup penser à The Giver, même si de Love Story, même si techniquement, on ne met pas trop l'accent sur les talents des jeunes. C'est vraiment les gens qui vont choisir leur propre parcours, mais en même temps, il y a l'idée un peu de faire un peu des stages dans différents domaines, puis et tout ça, là, peu importe. Donc, je me souviens pas ce que je disais. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, donc, en fait, c'est aussi un monde, tout ça, ça m'a fait penser à The Giver, où il y a un certain contrôle médical et hormonal des émotions des gens, donc pour éviter justement qu'il y ait des excès, qu'il y ait de la violence, qu'il y ait de la sexualité ou de la violence sexuelle. On est aussi dans un monde où il n'y a pas d'armes, donc c'est super important que tout le monde ait vraiment des émotions en fait contrôlées. Puis les gens ont comme un bracelet de contrôle qui va émettre les hormones nécessaires à calmer dans des moments où il y a justement un grand stress ou une grande émotion qui est vécue. Donc c'est pour ça que je dis que c'est particulier parce que Rachel, elle évolue dans ce monde-là, elle a un bracelet comme tout le monde. Puis malgré le fait qu'ils ont été préparés, on dirait qu'elle et Keen ont des réactions un peu plus émotives que prévues. Et dans le grand tumulte de tout ça, là, je ne vous décrirai pas tout parce que c'est ça, c'est que l'autrice, elle met vraiment l'emphase sur tout nous décrire comme un peu la culture, le folklore, les légendes de cet univers-là, ce qui est intéressant, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je ne sais pas, j'espère que ça va bouger autrement pour la suite. Pour moi, ça m'apparaît être un roman
a priori, là, à 225 pages, qu'il aurait sans doute pu avoir au moins un 200 pages de moins. Mais on verra. Peut-être que c'est juste que le début était plus lent, après ça va bouger. Et malheureusement, ce qui va se passer, c'est que un ami d'enfance de Rachel qui va trouver, avec qui elle évolue aussi encore maintenant, là, qui est un réparateur d'appareils, va trouver dans une grotte 3 petites filles décédées, mais assassinées dans le fond. Puis c'est dans un monde où tout le monde a les émotions contrôlées, ben c'est pas normal qu'on trouve des personnes assassinées. Et bien, en fait, Keen, donc le mari de Rachel, va passer par là pour une raison X et il va se trouver un peu mêlé là-dedans. Puis comme il est archéologue, ben lui, il est habitué à reconstituer l'histoire avec des preuves. Puis il va un peu se mêler parce qu'il veut vraiment savoir qu'est-ce qui se passe, parce que c'est louche, parce que c'est pas censé arriver, parce que tout le monde est contrôlé. Donc là, on commence un peu à voir les choses. Malheureusement, Rachel s'en va bientôt en retrait. Est-ce que elle va vraiment y aller? Est-ce qu'elle va découvrir des choses? Je ne sais pas. Fait que je suis là-dedans. J'ai hésité vraiment à le poursuivre parce que le début était vraiment lent. J'avais pas envie d'y retourner parce que c'est ça, il y a des grands moments informatifs qui sont insérés entre les moments d'action ou d'introspection des personnages. Puis on dirait que j'arrive pas à m'attacher en fait au personnage. Mais là, je commence un peu. Fait que je vais le lire parce que ça fait un bout qui est dans ma bibliothèque à lire. Mais je vais vous tenir au courant dépendant de à quoi ça va ressembler. C'est sûr que là, on est jeudi. J'espère l'avoir fini pour samedi. On verra. Puis, ben, si j'ai le temps, je ne sais pas quand j'aurai le temps. Ben, peut-être demain soir, je vais peut-être essayer de vous parler de ce que j'ai potentiellement remplacé dans ma pièce à lire du Marceau féminin. En me disant c'est des courtes lectures, je vais peut-être être capable d'en lire quelques-unes d'ici mercredi prochain. On verra. Mais bon, c'est pas grave après, c'est juste, ça donne quand même... c'est intéressant de faire des pièces à lire, même si je les finis pas toutes, là, mais... Voilà, donc je poursuis ma lecture de ce livre-là. Et ben, je vous tiens au courant dès que j'ai quelques minutes. Voilà. Ben, à tout bientôt. Et bonjour vous autres. Alors, on est le vendredi 27 mars. Et oui, je suis en fin de journée et je suis à la maison parce que cette semaine, j'ai eu un horaire complètement déconstruit. Et je vous prends parce que je viens juste de finir, enfin, je pensais pas dire ça au début, mais Obsolète de Sophie Loubière, édité ici chez Pocket. C'était lu par l'autrice, c'était aux éditions Télém. Et ma foi, quand je dis enfin, habituellement depuis longtemps, ça fait longtemps que j'ai accepté de ne pas m'obstiner pour un livre quand ça ne le fait pas pour moi, mais j'avais trop envie d'aimer ce livre-là. C'était la prémisse qui m'avait séduite au départ, même si on est quand même dans les codes assez standards de la dystopie, des mondes contrôlés. Bon, vous allez encore voir mon chat. Il y a quelque chose avec ici, parce qu'on dirait qu'elle veut vraiment vous montrer que je suis cette propriété. Ah, c'est agréable. Donc, il y avait tout ce qu'il fallait pour moi a priori. Mais j'ai été confrontée assez rapidement à un problème majeur, c'est-à-dire que c'est un livre de 600 pages et pour moi, il aurait dû faire max 350-300 pages à ce point-là. C'est un livre qui propose 2 voies, puis on dirait que ça aurait pu être intéressant, mais finalement, au bout du roman, on comprend un peu qu'est-ce qui lie les voix quand même, mais c'est comme un peu si on avait essayé de faire dans un même livre un thriller et une dystopie, mais que c'était pas finalement un thriller dystopique ou une dystopie à suspense, c'était un thriller et une dystopie dans un même livre et qu'on forçait un peu les liens entre. Et tout ça avec une mise en contexte qui prend au moins la moitié du livre. Minimum la moitié du livre. Là, je suis d'accord, c'est un monde de dystopie où la façon qu'on a de faire comprendre aux lecteurs comment ça fonctionne, c'est avec soit des annonces, puisque ce monde-là fonctionne avec l'IA vraiment de toute façon un peu partout, et il y a évidemment des annonces un peu de propagande pour modeler l'esprit des gens de façon à ce qu'ils demeurent heureux malgré des conditions un peu plus contraignantes. Et donc, c'est soit par rapport à ça, justement, des interventions de l'IA, des passages, des espèces de retours dans le passé, mais qui sont des personnages principaux, entre autres Rachel et Keen,
qui sont des prétextes à nous expliquer encore plus avant, pendant des grands segments informatifs, ce qu'est le monde. En gros, c'est un livre qui, comme malheureusement, c'est une des choses qui malheureusement m'empêche complètement d'apprécier un livre, qui va décrire quelque chose plutôt que de nous le faire vivre. Et dans ce cas-ci, c'est problématique parce qu'il y a deux tangentes de genre, ce qui n'est pas problématique pour moi a priori, mais on dirait qu'ils essayent de se mélanger, mais il n'y a pas de lien vraiment. Donc, on a la partie dystopie qui va être associée éventuellement à plus un des deux personnages principaux plus que l'autre. Puis là, je ne vais pas plus vous en dire parce que quand même, a priori, dans les derniers 100 pages, il y a beaucoup de révélations. Une chance, parce que sinon, je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais j'étais tellement rendue loin dans le livre que je me suis dit, je ne suis pas pour l'abandonner rendu à ce stade-là, j'aurais juste dû l'abandonner avant. Donc, il y a ça qui se passe, mais c'est juste... Je sais pas. Quand on est obligé de me décrire qu'est-ce qui se passe, de me décrire un monde, je m'attends à ça dans une dystopie, mais pas à ce point-là. Pourtant, j'en ai lu récemment des dystopies qui avaient un univers bien complexe. Et plutôt que de nous assonner des blocs d'informations par le biais de différents prétextes, là, des fois ça va être des interventions de l'IA à quelqu'un qui pose une question, non, puis là, évidemment, elle va se répandre en explications. Mais ça peut être aussi, dans le fond, d'autres modules, comme je vous dis, un narrateur omniscient soudainement qui fait une petite partie, un retour dans le passé, mais plutôt que de nous assonner des blocs comme ça d'informations, la dystopie à laquelle je pense, c'est Écho de Marianne Halter. On comprend en quoi consiste en fait l'univers, qui est pourtant un univers hyper complexe. Plus ça va, plus on en apprend. On apprend au fur et à mesure qu'on arrive dans l'action dès le départ. Donc, ça se fait. Puis ça se fait aussi, si, mettons, on veut prendre l'avenue trailer, qui est un peu plus comme un thriller, parce que, dans le fond, il y a quand même, a priori, quelque chose qui va se passer qui va être l'élément perturbateur. Il y a deux éléments perturbateurs. Un élément perturbateur dystopique qui est prévisible parce que c'est le grand recyclage des femmes à leurs 50 ans. Donc, on les retire de leur milieu pour les envoyer au grand recyclage, que je mets volontairement entre guillemets. Mais on sans doute dès le départ qu'il doit se passer quelque chose par rapport à ce grand recyclage-là, qui a priori ne doit sans doute pas être exactement comme on fait miroiter ça aux femmes. Donc ça, c'est le premier élément perturbateur. En même temps, si c'est annoncé dès le départ, mais on prend quasiment 200 pages à nous expliquer comment ça se fait que l'élément perturbateur est là. On fait des retours dans le passé pour le personnage principal pour lesquels on ne comprend pas vraiment pourquoi ils sont là. Puis même à la fin, je vous dirais que j'ai encore pas tout à fait compris, à part que ça justifie quelques éléments à la fin. Mais a priori, je pense pas que c'est nécessaire. Puis voyez-vous, c'est des grands moments comme ça qui sont passés, qui sont des retours dans le passé. Oui, bon, techniquement, ça approfondit techniquement un peu le bagage des personnages, mais c'est particulier parce que c'est un des deux personnages principaux. C'est dans le passé de Rachel. Voyons, je l'appelle Rachel. Rachel, voyons, excusez. Même si on en apprend plus sur son passé, ça nous en dit pas plus sur qui elle est, en fait. On en apprend sur tout le monde qui a tourné autour d'elle quand elle était plus jeune. Puis tout ce qui semble avoir été fait pour faire en sorte qu'elle vit une vie un peu différemment des autres, sans trop vous en dire. Mais il n'y a comme pas d'émotion de son côté. On dirait qu'elle est comme détachée, puis on dirait que ça rend pas nécessairement son personnage plus en 3 dimensions ou plus humain. Je dis pas que c'est pas un personnage qui est aimable, mais pour moi, j'arrivais pas à y croire, j'arrivais pas à m'accrocher. Et sinon, pour l'autre élément perturbateur, bien entendu, c'est pour la partie suspense ou trailer, qui était la partie de il va y avoir un élément perturbateur dans le village parce qu'on va retrouver 3 filles décédées de façon horrible, alors que, comme je vous disais dans le segment précédent, c'est pas quelque chose qui est censé exister dans ce monde-là où tout est contrôlé au niveau des émotions et tout. Et ce segment-là va être plutôt mené par l'archéologue qui est Keen, qui aussi est accessoirement le mari de Rachel. Et, bien, ils vont pas vraiment... ils vont aller en 2 voies comme... même pas parallèles, finalement. Et on s'attache à Keen, finalement. Lui, on est capable de s'attacher à lui. Étrangement, quand on nous parle de son passé, ça va, mais on ne s'est pas trop appesanti non plus sur son passé. Il y a des affaires qu'on ne sait pas trop non plus dans le passé. Ça a été évoqué, mais on n'en apprendra jamais plus, alors que j'aurais voulu en apprendre plus sur lui. Puis finalement, ça, je n'ai pas appris. Mais j'ai appris vraiment beaucoup sur le passé de Rachel et de sa famille. Et c'était peut-être pas totalement nécessaire que j'en apprenne autant sur toute sa famille. L'autisme est accessoire, donc même si je l'ai mentionné au départ, mais ça faisait un lien parce que je venais de sortir de la petite fille qui en savait trop, mais sachez que c'est vraiment
accessoire dans cette histoire-là. Là. Je veux dire, ben, ça explique une certaine relation de sororité, là, mais sinon, il n'y a pas d'autre chose qui est là. Puis, ben, c'est ça, tout le long du livre, j'avais espoir que ces deux voix-là, ces deux genres-là dans le même livre se rejoignent, que ça crée un univers complexe, puis qu'à la fin, je fasse comme ah! Puis que là, tu sais, on relie deux points qui vont faire en sorte que tout le restant s'emboîte, même si a priori, ça semble des morceaux qui ne font pas partie du même casse-tête. Mais quand j'ai terminé, j'ai eu l'impression d'avoir quand même deux cassettes et deux cassettes inachevées. Puis là, je suis désolée si je suis un peu intense, parce que a priori, c'est un travail qui a dû être incroyable pour cette autrice-là, parce que c'est vraiment comme deux romans en un. Donc, je veux dire, il y a clairement eu du travail de recherche, de construction de l'univers, des univers, en fait, d'essayer de rattacher. Puis il y a peut-être des choses que moi, j'ai pas saisies, mais pourtant, j'y ai porté attention. J'étais en version audio réelle, pas en voix d'accompagnement. J'ai vraiment porté attention, mais j'avais pas envie d'y retourner parce que j'arrivais pas à m'attacher au personnage. Donc, les choses majeures qui m'ont empêché d'accrocher, c'est, à mon avis, un problème de structure. C'est comme s'il n'y avait pas assez de cohésion dans la structure. Il y a peut-être des choix qui auraient dû être faits pour essayer de garder ça en cohésion plutôt qu'en cohabitation plus ou moins harmonieuse. Et il y a un problème de rythme aussi, parce qu'il y a vraiment des grands passages où il y a des longueurs, puis finalement, peut-être qu'il aurait peut-être fallu que ça soit un peu plus coupé pour qu'on, justement, on ait envie de savoir qu'est-ce qui se passe. Et puis, le problème que, en fait, il y a plusieurs personnages auxquels on ne s'attache pas. Les femmes qui sont a priori la raison un peu pour laquelle le livre s'appelle Obsolète, parce que dans le fond, on est vraiment dans le grand recyclage des femmes. On en entend parler, mais pas tant que ça, je me rends compte, sont centrales, mais sans être centrales. On entend parler Rachel, on entend parler Maud, qui est une autre des personnages qui est là. La fin laisse entrevoir qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui pourrait potentiellement s'avérer être le fameux morceau de puzzle qui remet tout ensemble. Mais je sais pas si c'est parce que j'ai manqué quelque chose, mais c'était quand même incomplet. Mais à part ces deux femmes-là, les autres, on les voit, mais c'est assez mineur. Le restant, c'est tous des gars. Donc, c'est quand même un peu ironique que ce soit un livre qui parle de la situation des femmes dans cette société-là, puis que ce soit juste des parcours de gars qu'on va voir. En même temps, je suis honnête, par rapport à justement la partie qui était dystopique, il y a quand même une partie qui est un commentaire sur la société qui amène un peu à réfléchir à est-ce que, à la limite, quand on veut contrer, en tout cas, à la limite, un patriarcat contrôlé peut créer des problèmes, pas juste aux filles, mais aussi aux gars. Donc ça, c'est un peu ça la réflexion globalement. En tout cas, c'est ça que j'en ai tiré. Peut-être que c'est moi qui ai échappé des morceaux. Mais sinon, on dirait vraiment que le côté thriller, ça nourrit la réflexion dystopique, dans le fond. Mais la façon dont c'est présenté, ça semble être un morceau qui est complètement à part. Puis comme les personnages de Rachel et de Keen interagissent pas tant que ça entre eux, on a vraiment l'impression que c'est comme deux idées super cool que l'autrice a eues, puis qu'elle a juste pas été capable de choisir, puis qu'elle les a développées autant, alors que techniquement, il aurait fallu qu'il y ait un petit rééquilibrage du traitement entre les différents genres. Puis je dis ça, puis je veux dire, je suis pas moi-même autrice, fait que je sais que c'est pas nécessairement évident, mais il y a quand même eu un travail d'édition qui a été fait. Elle a été publiée initialement, je pense, chez Bellefond. Donc, il y a quand même un travail d'édition qui a été fait a priori au départ. Puis, a priori au départ, qui a été fait nécessairement. Et oui, c'est ça, chez Bellefond. Donc, écoutez, ça ne l'a pas fait du tout. Pour moi, je l'ai fini parce que je voulais le finir, parce que je me disais, à chaque fois, je l'ai fini parce que j'ai eu espoir jusqu'à la toute fin que ça fonctionne, qu'il y ait assez, comme je vous dis, de révélations puis de morceaux qui s'emboîtent pour me faire oublier à quel point les morceaux ne s'emboîtaient pas à travers le roman. Mais ça ne l'a pas fait. Puis je suis vraiment déçue parce que c'est des prémices qui m'intéressaient. Puis même le thriller qui semblait nourrir la dystopie, puis comme je vous dis, techniquement sur papier la nourrit, mais on dirait qu'il manque quelque chose qui fait pour qu'on y croit vraiment que c'est vraiment lié, puis c'est pas juste deux histoires qu'on a mis dans un même contenant, un peu de force. J'y croyais, j'ai vu la première, j'ai lu la quatrième. Quand on a commencé, je me disais, OK, on est dans ce monde-là, c'est bon, c'est dans les cas de la dystopie, ça me tentait. Puis ça l'a pas fait. J'ai trouvé que ça me semblait un peu ampoulé, un peu froid par moments. Les seuls moments où c'était pas froid, c'est la partie qui était trailer. Je pense que Sophie Libière, ce qu'elle écrit absolument, c'est du trailer. Peut-être que je suis dans le tort, mais je crois que c'est ça. Et ben peut-être que c'est normal à ce moment-là que ce soit cette partie-là qui est parue plus fluide.
c'est jamais, j'imagine, évident de sortir d'un genre dans lequel on est plus à l'aise. Donc voilà, une assez grande déception en ce qui me concerne pour ce livre-là. J'avais vraiment beaucoup d'espoir. Écoutez, peut-être que c'est un succès pour plein de monde qui l'ont lu. Je ne sais pas si vous l'avez lu, vous pouvez me manifester en commentaire. Peut-être que je suis passée à côté complètement. Mais c'est pas parce que je me forçais beaucoup. Tu sais, j'avais vraiment envie de lire. La preuve, je me suis quand même tapé 586 quelque chose pages. 586 pages au total pour essayer de me convaincre, puis ça n'a pas fonctionné. Donc voilà pour ce livre-là. Je ne sais pas si je vais lire autre chose parce que le vlog tire à sa fin. Je vous avais parlé que j'avais complètement remodelé ma pile à lire, ma pioche à lire du mars au féminin alors qu'on est le 27. Mais bon, ça c'est tout moi. Dans mes nuits d'insomnie, j'ai eu le temps de refaire du remodelage. J'ai décidé d'y mettre des romans courts que j'avais dans ma bibliothèque à lire puis qui sont quand même un petit peu plus ancrés dans, disons, les droits des femmes ou les droits des minorités, puis que je trouve intéressant à lire à ce moment-là aussi, parce que c'est aussi un peu ça la prémisse du défi littéraire mars au féminin que Fluent Books propulse à chaque année au mois de mars. Oui, c'est faire résonner les voix des autrices, mais sur différents sujets, puis sur, entre autres, des sujets qui sont des sujets engagés. Donc là, je me disais, parce que j'essaie vraiment de prendre des livres que j'ai dans ma pièce à lire déjà, dans ma bibliothèque à lire déjà, mais dans le fond, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Puis, ben, dans le fond, il y en a un, c'est un roman historique. J'avais mis, je ne sais pas ce que j'avais mis dans le roman historique, bref, je l'ai changé. Puis là, ben, dans le fond, je vais falloir que je retourne à la bibliothèque sous peu, la bibliothèque où, ma bibliothèque, pas la mienne, celle où je travaille, mais une autre, pour apporter un livre. Et puis, dans le fond, c'est un livre qui se passe actuellement, mais qui propose un échange entre une personne qui habite dans le monde contemporain et quelqu'un qui a habité il y a 100 ans. Et ça concerne l'histoire ça s'appelle Un chant féministe et sororal et ça concerne le peintre Gustave Courbet. Puis je l'avais emprunté et je me suis dit pourquoi pas, dans le fond, ce serait ça. Je ne sais pas si je vais le lire là ou dans le prochain vlog, mais avant de le rapporter, je pourrais au moins le lire. Je pense que ça s'inscrirait totalement dans la situation. Donc, Les Effacés de Marine Carteron. Chez Le Rouergue. Puis ben, je vais peut-être quand même vous le représenter au cas où. Mais alors, allons-y. Désolée si encore une fois, si vous voyez mon chat avec son fouet de poêle dans les cas. Oui. Pendant une sortie scolaire, Joe se retrouve enfermé dans un placard du musée d'Orsay. La voilà seule, dans l'obscurité, au milieu des tableaux. Seule? Pas vraiment. Une mystérieuse Virginie se met à lui parler. Virginie a une histoire à lui raconter, la sienne, et celle des effacés, des femmes peintes puis invisibilisées par Gustave Courbet. Joe le sent, même si plus d'un siècle les sépare, leurs douleurs se ressemblent et cette rencontre va la changer à jamais. Donc, je trouvais ça intéressant. Donc, est-ce que je vais lire ça d'ici la fin du vlog? Je ne sais pas, mais je me dis, ben, écoutez, peut-être que je pourrais remplacer celui-là, mon roman historique pour celui-ci, puis voir à quel point je vais lire d'autres choses pour le vlog, la fin du vlog, parce qu'il est déjà pas mal long. Donc, avant de continuer comme ça à vous jaser pour rien, pour rien dire, je vais mettre fin à ce segment et on se revoit sans doute pour la conclusion du vlog. Alors, à tantôt! Hey, bonjour vous autres! Alors, on est le samedi 28 mars, post-boulot. Je m'en vais un peu en cavale à la bibliothèque parce que j'ai une réservation, mais vous allez en savoir plus dans le prochain vlog. Mais je voulais vous dire que finalement, ben, j'ai fait une courte dernière lecture que j'ai finalement aussi intégrée à ma pièce à lire du mars au féminin. Et c'est mon premier Louise Penny. Mais oui, j'en avais jamais lu. J'avais lu l'adaptation qui a été faite, je pense, de ses premiers romans de la série de l'inspecteur Gamache qui s'appelle Three Pines et qui avait été faite de façon très réussie, cette adaptation-là, si jamais vous ne l'avez jamais vue. Et ça fait longtemps que Louise Penny fonctionne. J'ai travaillé en bibliothèque, en librairie, ça a toujours été un succès. J'avais l'impression que ça serait potentiellement moins mon genre, donc je ne mettais pas nécessairement... Dans le sens que je sentais que c'est peut-être une écriture à formule un peu, ce qui est correct, mais je me disais ce que j'ai vraiment envie. Je trouvais que l'engouement était tellement intense que c'était louche pour moi presque. Et ben là, finalement, à chaque fois, je me disais, il faudrait que je commence à essayer l'inspecteur Gamache par le premier, parce qu'on m'a quand même dit qu'il y avait une bonne évolution. Mais là, j'ai vu qu'il y avait une espèce de tome compagnon, donc un tome 6,5, donc en plein milieu de la série. Mais comme j'ai vu l'adaptation, même si je sais qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été changés, je connais le personnage de l'inspecteur Gamache et tout ça. Donc, je me suis dit, OK, je vais l'essayer. Et c'est un court tome qui s'intitule The Hangman, donc le pendu en français.
Et il existait un livre audio à ma bibliothèque et c'était un petit livre audio d'1 heure. Donc, je l'ai écouté et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Bon, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aimé l'écriture finalement de Louise Penny, qui est assez dans la simplicité, mais qui fait, en tout cas dans celui-là, ressortir beaucoup l'humanité des personnages. Et l'inspecteur Gamache, il est vraiment, on a l'impression qu'il est comme doux, qui est sensible puis à l'écoute. Ça fait changement des policiers un peu lourdeaux, enfermés dans leurs préjugés. Et dans ce roman-là, dans le fond, on va suivre, en fait, l'inspecteur Gamache qui va être interpellé pour intervenir, parce que l'inspecteur Gamache travaille pour Information à la Sûreté du Québec. Et là, il va être interpellé pour intervenir à Three Pines, donc dans ce village-là, parce que on va avoir retrouvé, en fait, un jogger va avoir retrouvé un homme pendu à un arbre. Et a priori, tout pointe vers un suicide. Mais l'inspecteur Gamache n'est comme pas totalement certain. Il y a quelques détails qui ne collent pas, mais en même temps, tout a l'air vraiment de pointer vers ça. Et puis, dans le fond, on va suivre dans son enquête. C'est un peu plus un principe d'enquête procédurale, donc on va le suivre pendant l'enquête. Ça a l'air d'être un enquêteur qui fonctionne quand même un petit peu à l'intuition aussi, qui a beaucoup d'empathie, ce qui est un peu surprenant. Je trouve quand même qu'on a réussi. C'est une novella, donc c'est sûr que c'est très, très court comme texte. Mais je trouve que malgré tout, dans ce court texte-là, on a réussi quand même à bien ancrer les personnages principaux. On a réussi à bien comprendre les personnages secondaires, même ceux qui sont récurrents et qui reviennent dans toute la série de l'inspecteur Gamache. Puis, ben, j'ai trouvé ça comme bien construit, super appréciable. On n'a pas l'impression... Bon, oui, ça va quand même assez vite, mais on n'a pas l'impression qu'on est bousculé par le principe du petit format. C'est pas parce que c'est une novella que ça n'a pas été... qu'il n'y a pas eu, mettons, d'attention particulière portée à la structure. On se doute un petit peu de ce qui va se passer, mais pas tant que ça. Il y a quand même quelques petits revirements de situation quand même qui vont nous faire un petit peu douter. Ma foi, honnêtement, ce que ça m'a donné le goût de faire, c'est de lire les Louise Penny, finalement. Mais oui, je vais peut-être les lire. Les écouter. C'est ce narrateur-là, d'ailleurs, je vous mettrai le nom, mais il était excellent. On dirait qu'il donnait une profondeur, en fait, particulièrement à l'inspecteur Gamache, mais à la narration et tout. Donc, est-ce que ça a influencé ma perception de l'écriture de Louise Penny? Peut-être. Mais c'est sûr que si c'est lui, en plus, qui fait les livres audio de Louise Penny, ben, je pense que je serais pas capable de résister. Ça va comme être mes petits romans doudou un peu du Québec. Donc, je les écoute en anglais parce que, pour votre information, Louise Penny, c'est une autrice québécoise, mais c'est une autrice qui écrit en anglais parce que c'est une anglophone. Et voilà. Donc, écoutez, c'était super intéressant. Ça sera ma dernière lecture du vlog parce que déjà, c'est long. J'espère que cette semaine-là vous a plu, même si c'était un peu atypique. Je suis vraiment fatiguée, je travaille beaucoup, puis il y a eu juste 2 grosses lectures. Mais bon, c'est ce que j'ai à vous proposer cette semaine. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Et moi, ça m'a fait du bien de vous parler quand même malgré tout. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire si jamais vous avez des choses à me dire. Ça va me faire plaisir de vous lire. Puis, ben, j'espère que vous avez des bonnes lectures en cours ou que vous en aurez tout bientôt. Puis, ben, nous autres, on se dit à la prochaine.